Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver encore une fois. Nous sommes le mardi 15 septembre et nous sommes en direct comme tous les soirs. Vous connaissez désormais le principe de l'émission. Nous essayons pendant 60 minutes de vous donner toutes les clés de décryptage, de lecture pour essayer de mieux comprendre l'actualité nationale et internationale. Et vous le savez, l'actualité nationale est largement dominée par le résultat des élections régionales. Et n'oubliez pas que vous pouvez réagir pendant toute l'émission sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook de Média TV et sur le hashtag 60MPC sur Twitter. Vous êtes déjà nombreux à nous avoir posé des questions. Nous n'hésiterons pas à les utiliser pendant l'émission pour alimenter notre débat et notre discussion. Ce soir, ce ne sont pas des observateurs, ce sont des acteurs politiques que nous recevons à l'occasion des résultats de ces régionales. Monsieur Driss El Azami El Idrissi, vous êtes ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, membre du secrétariat général du PJD et fraîchement élu maire de la ville de Fès. On en parlera d'ailleurs tout à l'heure. Merci d'être avec nous ce soir, monsieur le ministre. Mehdi Ben Saïd, vous êtes le plus jeune élu PAM, député, président de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense nationale, des Affaires islamiques et des MRE. Merci d'être avec nous ce soir. Et enfin, monsieur Mohamed Saoud, membre du bureau politique de l'Istiqlal. Merci d'être avec nous sur ce plateau ce soir. Merci. Ça y est, les jeux sont faits. On connaît le nom des 12 présidents de région et qu'ils le seront pendant 6 ans. Après les jeux d'alliance qui sont allés bon train pendant toute la semaine dernière, le PAM sort finalement vainqueur, contredisant pour beaucoup d'observateurs les résultats du scrutin du 4 septembre. Le PAM présidera 5 régions, le PJD seulement 3. Comment? Pourquoi? Quel impact sur la perception des citoyens? Région, coup de théâtre, c'est le titre de l'émission de ce soir. Il était arrivé premier et grand vainqueur des régionales le 4 septembre dernier, et pourtant, le PJD n'obtient que 2 présidences de région, Rabat et Draïtia Fidelt. 2 sièges, soit autant que le RNI et les Circlal. Que s'est-il donc passé entre-temps? Eh bien, le tracteur est devenu bulldozer. Le PAM a en effet conquis par le jeu des alliances 5 régions sur 12, raflant la mise à Tanger, Casablanca, Marrakech, dans l'Oriental et à Beni Mellal Khnifra. Une surprise, puisque ce résultat final tient d'abord au retournement d'alliance. Le RNI a ainsi dans plusieurs régions opté pour le candidat PAM au détriment du PJD avec lequel il mène pourtant la majorité gouvernementale. Ce fut le cas à Casablanca et Tanger notamment. Et pendant que le RNI tournait le dos au PJD, les Circlal lui tournaient le dos au PAM. Un parti de la majorité rejoint l'opposition pendant qu'un parti de l'opposition rejoint la majorité. De quoi donner le tournis et mécontenter les électeurs qui se retrouvent avec des présidents issus des partis qui n'étaient pourtant pas arrivés premiers du scrutin. Les présidents élus vont-ils pouvoir gouverner, même si le conseil ne l'aurait pas acquis? C'est le cas de Mustafa Bakouré qui préside une région dont le conseil est à majorité PJD. Quel impact auront à court terme ces alliances, notamment pour l'équilibre de la majorité et la recomposition de l'opposition? Alors je corrige, j'ai dit bien sûr PJD 3 régions, je vous ai majoré d'une région, mais c'est bien sûr 2, vous m'en excuserez. Alors je commencerai par une question très simple, je vais d'abord répondre à un tweet, vous le savez que vous nous envoyez des tweets et nous les traitons en direct, et une question qui nous est posée, pourquoi n'y a-t-il pas de représentant RNI parmi vos invités? C'est aujourd'hui qu'il fallait ramener Monsef Belkhriat. Alors je réponds tout simplement, n'oubliez pas que cette émission est en direct, nous la préparons au jour le jour en fonction de l'actualité, nous avons contacté des membres du RNI, nous n'avons pas essuyé de refus, c'est tout simplement une question d'agenda et vous comprendrez aisément que tous les acteurs politiques sont très sollicités et très occupés en ce moment. Mais ne vous inquiétez pas, on les recevra bientôt sur le plateau avec grand plaisir. Alors la première question que je vais vous poser, elle est très simple, Monsieur Driss El Azami. Je citerai Pierre de Coubertin. Est-ce que finalement l'important c'est de participer et pas de gagner? Bon, ce qui est essentiel aujourd'hui, c'est par rapport au Maroc. Notre pays vit aujourd'hui une avancée démocratique réelle par rapport au choix des citoyens. J'en parlerai tout à l'heure des partis, mais je mets le curseur d'abord par rapport au choix du citoyen. Cette émission, c'est pour comprendre. Je crois que le citoyen a compris, a très bien compris. Il a compris que notre pays a fait le choix irréversible de la démocratie. Le citoyen a compris que pour changer les choses, il y a une seule voie, c'est la voie. C'est très important. IX. Et puis, et bien sûr, le citoyen a compris
et il a participé, il a compris que sa voix compte et il a participé de manière responsable, avec une citoyenneté engagée et il a fait son choix. Maintenant, deuxième niveau, c'est que l'État, le Maroc, a montré qu'il a pris le chemin et il a fait le chemin de la démocratie. Les autorités ont respecté la Constitution par rapport à la neutralité vis-à-vis des élections. Maintenant, le bémol de ces élections, le seul hic, j'allais dire, de ces élections-là, ce sont les partis politiques. Ils ont leur droit de cité et une place importante au niveau de la Constitution, qui est l'encadrement, la formation, l'expression de la volonté des citoyens, c'est dit expressément au niveau de la Constitution, l'expression de concourt à l'expression de la volonté des citoyens. Maintenant, au niveau des élections des bureaux de région, on doit se poser la question aujourd'hui, est-ce que les partis ont été à la hauteur? Est-ce qu'ils étaient à la hauteur de ces principes constitutionnels? Est-ce qu'ils ont respecté la volonté des citoyens? Est-ce qu'ils ont été à la hauteur de ce que le citoyen a fait de manière responsable, a fait de manière citoyenne engagée? Et c'est très important. Aujourd'hui, le citoyen marocain a donné la leçon. C'est un citoyen à part entière qui exerce ses droits et ses libertés de manière entière et qui donne la leçon aux partis politiques. Et c'est très important. Et c'est surtout de l'espoir pour ce pays et de l'espoir pour l'avenir de ce pays. Parce alors, que vous avez dit que les citoyens ont compris. Alors, vous avez dit que les citoyens ont compris. Je vais vous poser la question, parce que justement, on est en train d'essayer de comprendre. Et je vous lirai beaucoup de réactions sur Facebook et sur Twitter de citoyens qui semblent ne pas avoir compris ce qui s'est passé aujourd'hui, entre le scrutin du 4 septembre et le résultat des régionales. Et moi, ma question suivante, elle est simple. Est-ce qu'aujourd'hui, le résultat des régionales, avec la couleur politique des présidents de région, reflète fidèlement le scrutin du 4 septembre? Écoutez, tout d'abord, merci de nous avoir invités. Ensuite, je suis désolé par rapport à ce que M. a dit Azami. Je veux dire, la démocratie n'est pas arrivée avec le PJD. Je veux dire, depuis le gouvernement d'alternance, il y a eu des scrutins au fur et à mesure, et ce sont des scrutins qui ont été unanimement reconnus par la communauté internationale. Elles n'étaient pas parfaites, bien sûr, mais celle-ci n'était pas parfaite non plus. On pourra en discuter, bien entendu. Donc bon, est-ce qu'elle reflète réellement la volonté du citoyen? Oui, d'une part, mais est-ce que réellement ces scrutins, c'est les scrutins qui vont définir les scrutins législatifs dans une année? Moi, je ne pense pas du tout. Moi, je pense qu'il faut relativiser. Il y a eu des gains pour chaque parti dans chaque ville ou dans chaque province, et puis il y a eu des défaites dans d'autres. Donc je félicite M. Azami sur Fès, je félicite également le PAM sur les 5 régions qu'ils ont pris, mais il faut aussi, comme je vous ai dit tout à l'heure, relativiser. Par exemple, le PJD, dans la province de l'Arrache, ils ont perdu 2 villes qui étaient des villes justement exemplaires pour le PJD. Donc je crois qu'il faut relativiser un petit peu le résultat de ces élections. Mehdi Ben Saïd, par rapport à ma question, je vais la reposer encore une fois. Ouais. Le scrutin du 4 septembre, sur ce plateau même, on l'a analysé la semaine dernière en compagnie d'acteurs politiques. Tout le monde était d'accord pour parler d'un raz-de-marée PJD. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez gagné avec votre parti 5 régions, seulement 2 pour le PJD? Est-ce que c'est normal? Écoutez, encore une fois, merci pour l'invitation. Et je vais reprendre une déclaration du chef du gouvernement qui, à la sortie des urnes, a dit l'opposition a gagné 8 régions et nous, la majorité gouvernementale, nous en avons gagné 4. Aujourd'hui, il s'avère que l'opposition a gagné uniquement 7 régions et la majorité gouvernementale 5. Donc ça reflète réellement les résultats de 4 septembre. Et là, je reprends les paroles encore une fois du chef du gouvernement. Mais alors, revenons aux citoyens. Alors vraiment, j'ai vraiment envie de revenir aux citoyens parce que tout à l'heure, quand je vais vous lire les réactions, on posera la question de manière beaucoup plus claire. Beaucoup de gens se disent aujourd'hui, quelle est la lecture à faire? Et il y a beaucoup de gens qui se disent, moi j'ai voté pour tel parti et je retrouve au sein de cette région-là, à la tête de cette région-là, une personne d'un autre parti. Là, on parle du mode de scrutin, je pense. Là. Le mode de scrutin fait que pour avoir une majorité dans une région, dans une ville, on a besoin, quand un parti, quand le premier parti par exemple n'a pas la majorité absolue, on a besoin de coalitions, de mettre en place des coalitions. S'il s'avère que dans une région, le PAM arrive premier, mais qui n'arrive pas à réunir sa majorité, forcément, celui qui arrive à réunir une majorité, une coalition, fait qu'il gagne cette ville ou cette région. C'est ce qui est arrivé dans les régions que le PAM, en tout cas pour les 5 régions, sur les 5 régions, le PAM est arrivé premier sur l'Oriental, sur Marrakech, et l'opposition est arrivée première sur Casablanca.
D'accord ? Sur les 2 autres régions, il y a eu des coalitions avec certains partis politiques, effectivement, issus de la majorité gouvernementale. Donc, ça représente finalement le vote des citoyens et des citoyennes, tout simplement. Vous êtes d'accord avec ça, ces amis? Non, pas du tout, parce qu'il n'y a pas que le mode du scrutin. Parce que la question du mode du scrutin, je pense que c'était une seule chose sur laquelle Mme Belkhiat et M. Balafrage étaient d'accord, c'était ça. Mais bon, non, il y a d'abord, il faut, encore une fois, moi j'insiste sur cette question-là du citoyen. Je mets le citoyen au centre de ces élections-là, parce qu'il a été l'acteur principal. Et c'est très important pour notre pays, c'est très important pour notre démocratie. Le citoyen est l'acteur principal et il a donné des leçons claires. Deuxième chose, le citoyen a compris parce qu'il y a un sentiment de satisfaction en général au niveau de notre pays sur les résultats des élections. Et je suis là pour parler du PJD. Donc, je parle justement, du PJD. Voilà. Je pense que tous les constats ont été unanimes. Je vais pas faire je vais vous poser une seule question, les amis. C'est Omar sur Facebook. Est-ce que le PJD peut regarder dans les yeux ses électeurs sans avoir honte? C'est le type de commentaires qu'on a. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont voté pour vous, hein, et qui, voilà, se retrouvent avec des régions, avec une personne à sa tête. Qu'est-ce qu'on leur dit à ces gens-là? Bien au contraire, nous regardons les électeurs et tous les citoyens droit dans les yeux. Ils nous ont connus. Nous donnons des engagements, nous les tenons. Donc, je n'ai pas de honte par rapport à ça. Deuxième niveau, parlons des résultats. Les 5 régions où la majorité, nous avons obtenu notre part normale. Les 5 régions où la majorité gouvernementale a la majorité, il a obtenu les 5 régions. Maintenant, la question qui se pose, c'est par rapport à l'opposition. Prenons le cas, par exemple, de Tanger. Tanger, c'est un cas flagrant qui pose une problématique politique sérieuse. Comment ça se fait que dans cette région-là, la majorité gouvernementale a 32 sièges, l'opposition a 31 sièges. On se retrouve avec un résultat de 42 contre 20. C'est là où il y a un problème et c'est là où les citoyens, encore une fois, ont compris. Et ils vont donner des leçons, encore une fois. Par rapport à ça, ils ont compris qu'il y a des problèmes. Oui, ils ont compris qu'il y a des positions. Mais est-ce qu'ils ont compris ce qui s'est passé au niveau des alliances? Ils ont compris ce qui s'est passé. Ils ont compris ce qui s'est passé. Il y a des responsabilités politiques. Chaque parti doit assumer sa responsabilité. Et les citoyens se posent la question de comment ça se fait qu'on passe de 32 contre 31 à 42 contre 20. Nous avons 5 régions où la majorité gouvernementale a obtenu la majorité. Nous les avons gagnées. Donc, de ce côté-là, nous avons, les choses sont claires et nous n'avons rien à nous reprocher. Le PJD a été clean. Mohamed Saoud. Je crois que je suis bien placé pour parler de la région Tanger-Tétouan. Je suis le premier vice-président de la région. Donc, le président de la région, c'est Ilyas Loumari du PAM. Et donc, à ce titre, je peux vous dire que si nous avons obtenu 42 dans la majorité, c'est bien un problème dû au PJD. Donc, je crois que le PJD, il dit qu'il est clean. Mais malheureusement, le chef du gouvernement, il avait pris une décision sur laquelle il disait que la ligne rouge à ne pas dépasser pour les militants du PJD, c'est le PAM. C'est ce qu'il a dit. Et pourtant, nous avons tous été témoins de ce qui s'est passé à Tétouan. Donc, dans la ville de Tétouan, le PJD a fait une coalition avec le PAM. C'est le PAM qui a terminé la majorité du PJD. Donc, ils ont même signé ensemble une charte qui les mettait dans cette majorité. Et donc, ce lien de majorité-opposition, il s'est rompu. Ils sont rompus quelque part, et ça, c'est à l'initiative du PJD. Donc, bon, ils sont clean, ils sont pas clean. La seule chose qui les intéresse, c'est de participer à la gestion d'une ville, quitte à se coaliser avec un parti qui est totalement opposé au leur. Donc, les choses soient claires. Donc, pour la région de Tanger, je pense que... Allez-y. J'ai mon droit de réponse. Après, je suis là pour parler du PJD, et donc je suis très bien les déclarations de mon secrétaire général et de mon parti. Trouvez-moi cette déclaration sur le texte où le secrétaire général du parti a dit, vous avez utilisé le mot, le parti tel est une ligne rouge. Je vous enverrai la vidéo. Et voilà. Je vous enverrai la vidéo. Alors là, je prends témoin notre... tout le monde vous prend témoin, vous inquiétez pas. Je vous enverrai la vidéo. Le secrétaire général du parti n'a jamais dit, dans ces mots-là, pour que ça soit bien enregistré,
que le parti... Oui, mais jouez pas sur les mots. Non, soyons clairs. Je crois que le citoyen aujourd'hui, je suis très clair. Il est adulte pour comprendre ce que le chef du gouvernement a dit. C'est vous qui jouez sur les mots. Là, soit est-ce que vous avez dit tout à l'heure, on fait un retour sur l'enregistrement. Vous avez dit que le secrétaire général du PJD a dit que le parti on va demander au premier rouge. Alors on va demander au premier concerné. Alors là, je vais continuer. On va demander au premier concerné. Le choix des électeurs a été très clair. Il a mis le parti de la justice et du développement en tête. Donc c'est lui qui est le premier. C'est lui qui est le premier. Donc les choses pour le choix des Tétouanais étaient claires et le choix a été respecté. Ils sont très heureux d'ailleurs aujourd'hui que le PJD soit à la tête de la ville, comme ils l'ont été les 6 dernières années, parce qu'il a fait de très belles choses pour la ville. Donc moi j'ai une question, parce que est-ce que ça veut dire que le PAM n'est plus une ligne rouge pour le PJD d'abord? Ce qui serait bon à savoir aujourd'hui, parce que c'est une déclaration, ça reste un haut responsable du PJD, un ministre du gouvernement. Donc ça c'est ma première question. Mais demandez-lui, c'est la question que je pose. Hein, non, ne cherchez pas des déclarations gratuites. Non, je pose une question. J'ai répondu à une question. Donc il n'y a pas de ligne rouge pour le PJD. Non. J'ai répondu, je ne réponds pas à cette question-là. J'ai répondu à une déclaration inexacte. Erreur. Il a dit que le SG du PJD a dit que le parti tel est une ligne rouge. J'ai dit que cette déclaration n'existe pas. Vous le réfutez, on en prend. Très bien, on a pris note. Très bien. Vous n'avez rien d'autre à ajouter? Je voudrais juste rajouter une chose par rapport à... Parce qu'il a parlé de... Monsieur le ministre a parlé de Tanger-Tétouan, de la région de Tanger-Tétouan. Et si, malheureusement, pour eux, le PJD, ils n'ont pas réussi à mettre en place une coalition, c'est tout simplement parce que certaines formations de la coalition gouvernementale ont négocié avec notamment le PAM certaines communes qu'ils voulaient, comme Ksal Kbir, qui a été dans le MP maintenant, que le MP préside, grâce notamment à une coalition avec le PAM et d'autres partis de l'opposition. Donc, il faut être bien clair. Le jeu de coalition au niveau des régions est totalement différent de ce qui peut se passer au niveau du gouvernement. Si le PAM, non pas le PAM, si la coalition qui préside aujourd'hui, qui dirige aujourd'hui la région de Tanger-Tétouan a réussi d'avoir cette coalition, c'est parce qu'il y a eu des négociations au niveau de toute la région. Ce n'est pas uniquement la présidence de la région qui intéresse. Et ça, je vais essayer encore une fois de reposer, s'il vous plaît. Le PJD, pour finir... Pour terminer, pour qu'il puisse présider certaines villes ou certaines régions, il a aussi eu besoin du PAM dans certaines régions. Il y a eu aujourd'hui plus de 20 coordinations entre le PJD et le PAM pour que le PJD puisse présider certaines communes, certains arrondissements, certaines villes. Je vais vous demander encore une fois, pour les gens qui nous regardent, et encore une fois, j'illustre ça avec les réactions. Lié au scrutin. Avec les réactions qu'on a. Pour être honnête avec les citoyens. Oui, mais on est en train de parler de coalition, voilà. Après, on peut rentrer dans le mécanisme très détaillé des coalitions, des alliances, etc. Il y a beaucoup de gens qui disent que ce sont des alliances contre nature, idéologiques, etc. Bref. Je vais poser une question qui est posée au PJD, je vais vous la poser à vous. Et on va voir, comme ça, on va essayer de faire l'exercice. Non mais c'est vrai. On a voté PJD, mais le PJD donne nos voix aux partis que nous n'avons pas choisis et qu'on ne veut plus voir. Pourquoi? Et ce téléspectateur, aimerait avoir une réponse. Je ne vous la pose pas à vous, je vous la pose à vous. Alors, d'accord. Mais écoutez, je crois que c'est simple. Il y a deux scrutins. Le premier qui se fait par le citoyen, d'accord, et qui vote en son âme et conscience un représentant, donc il va le représenter au niveau du conseil. Après, il y a une deuxième campagne qui se met en place, qui est l'élu. L'élu, et donc avec sa majorité, il met en place justement une majorité. Et là, on peut le faire qu'avec ou des adversaires politiques ou avec quelqu'un avec qui on s'entend. Alors, mais le problème, c'est qu'il faut mettre les élections sur 2 niveaux. Vous avez les niveaux au niveau national, d'accord, et vous avez des élections au niveau local. Et là, il y a d'autres spécificités. Il y a des spécificités humaines, il y a des spécificités proprement locales. Et là, je crois qu'on ne peut pas mettre en question les accords qu'il y a au niveau national pour les communales. Je parle bien des communales. Pour les régionales, c'est différent. Pour les régionales, tous les échiquiers, ils se sont mis tous d'accord pour essayer de donner priorité aux partis qui font partie de leur majorité, donc pour les partis de la majorité ou de l'opposition. C'était une priorité qui était donnée par la plupart des secrétaires généraux, mais au niveau communal, je défie un parti qui se dit On arrivera au communal, on va en parler dans la deuxième partie de l'émission. Qu'est-ce que vous pourrez répondre à ça? Après, je poserai la question à Siazemi, parce que c'est central. Vous parlez d'exercice démocratique réussi, vous dites que les gens ont compris, mais est-ce que là, les gens vont comprendre? Est-ce que ça ne va pas, entre guillemets, décrédibiliser l'exercice démocratique pour la suite? Voilà, c'est réellement lié au mode de scrutin d'abord. Mais est-ce que ça veut dire que les autres personnes qui ont voté pour d'autres partis, est-ce que ces voix-là ne signifient rien? Parce que finalement,
quand un parti seul, que ce soit X ou Y, hein, pour ne pas citer les partis forcément présents ici, que ce soit X ou Y, Oui, s'il n'arrive pas à avoir ça une a été le cas majorité, pour beaucoup de partis. Hein, voilà, je veux dire, s'il n'arrive voilà. pas à avoir une majorité Oui. dans une ville ou dans une région, est-ce qu'il n'arrive pas en même temps à mettre en place des coalitions? Est-ce que les autres voix, d'autres citoyens ont voté pour d'autres partis politiques? Est-ce que ces voix ne valent rien? Il y a quand même eu, le PAM par exemple, pour ne citer que le PAM, on a eu 1 300 000 voix au niveau national. Est-ce que ces voix ne valent rien quand on met en place des coalitions avec d'autres partis qui ont eu 1 million de voix, ou 1,2 million, etc., comme l'Istiqlal, et d'autres partis de l'opposition? C'est représentatif de la société. À partir du moment où nous avons un scrutin où les partis politiques, au niveau local, au niveau régional, sont obligés de mettre en place des coalitions, ce n'est pas forcément le premier parti qui arrive en tête qui gagne la présidence de cette commune ou de cette région. C'est le parti qui arrivera à mettre en place une coalition forte derrière un président, derrière le choix de ce parti politique. Tout simplement. Non, les choses, encore une fois, sont claires. Il y a un vote du citoyen qui a donné plus d'1 600 000 voix au PJD, qui arrive en tête. Maintenant, ce nombre de voix, il est transformé d'une part par un deuxième niveau de vote et il est transformé par des coalitions qui se font au niveau local. Donc, le citoyen n'a rien à se reprocher, il a fait un choix. Il y a un système juridique, un système technique. À lui, non, sur le plan politique, parce que vous avez dit est-ce qu'il y a un risque de décrédibiliser. Bien au contraire, je crois que la mobilisation restera au niveau des citoyens parce qu'encore une fois, il a eu la preuve réelle qu'il peut faire changer les choses. Maintenant, vous avez posé tout à l'heure la question, je reviens à cette question-là. Sur les 5 régions gagnées par la majorité, les choses ont été respectées. Se pose la question, le PAM doit s'expliquer sur les 5 régions qu'il a gagnées, il doit expliquer parce que les électeurs doivent comprendre. Ce n'est pas au PJD de demander ça, c'est au PAM de dire comment il a fait pour gagner la région de Tanger par exemple. 32, 31, 42, 20. Comment il a fait? Donc ça, il n'y a pas que Tanger. Oui, c'est très important. La seule région où le PAM est majoritaire, c'est la région de l'oriental. Les autres, il doit s'expliquer. Il doit s'expliquer. Donc c'est là où il y a la question. Moi, je crois qu'il y a un problème de communication. On réexplique une fois et après on passera une question sur le mode de scrutin. Le PAM est arrivé premier à l'oriental, comme l'a rappelé Monsieur le ministre. Donc nous avons gagné la région. Le PAM est arrivé premier à Marrakech et grâce à un jeu d'alliance, nous avons présidé la région. D'ailleurs, il y avait un seul candidat. Même le PJD ne s'est pas présenté contre Sir Chechen qui a gagné la présidence de la région de Marrakech. À Casablanca, il y avait eu aussi une majorité, non pas du PAM, non pas premier, mais une majorité dans l'opposition. L'opposition s'est entendue sur Mustafa Bakouri, qui reste un haut cadre de l'État, et bien évidemment le chef d'un parti politique, pour représenter la région de Casablanca, avec tous les défis qu'a la région de Casablanca. Et je pense aujourd'hui qu'on doit s'en féliciter pour la région de Casablanca. Pour les autres régions, pour Bni Mellal, c'est aussi un jeu de coalition avec d'autres composantes, c'est vrai, du gouvernement, mais ça, c'est pas au PAM qu'il faut poser, mais plutôt au chef de gouvernement avec son alliance gouvernementale. Pourquoi ils ont préféré mener à la tête de la région de Bni Mellal, par exemple, pourquoi ils ont choisi le PAM et pas un autre parti? Pour la région de Tanger, je pense pas, on va pas redire à chaque fois ce qui a été dit. C'est un jeu de coalition qui se fait au niveau de toute la région. Pourquoi on retrouve Arsad Kbiel, par exemple, à sa tête un président qui est du MP, pourtant il n'est pas arrivé premier. Pourquoi on ne pose pas la question à M. Lazami? Le MP préside la région de Fès-Meknès. Pourtant, le MP est arrivé bon 5e ou bon 6e, alors que c'est le PJD qui est arrivé premier. Pourquoi il ne préside pas la région? Je peux expliquer. Tout simplement. Donc, c'est un jeu d'alliance. C'est un jeu d'alliance. Ils ont préféré soutenir le mouvement populaire. Ils ont très rapidement, parce que justement, c'est leur choix. C'est leur choix. Très rapidement. On passera. J'aimerais passer au mode de scrutin parce que c'est intéressant. Encore une fois, la lisibilité de tout ce que vous êtes en train de dire. Oui. Est-ce qu'elle est là? Voilà. Alors, je laisse juste répondre. Ensuite, je vous poserai une question par rapport au mode de scrutin. Encore une fois, la lisibilité, elle est là. Il faut compter sur la responsabilité, l'intelligence des citoyens, qu'il l'a très bien démontré. Il sait très bien qu'il vote une première fois, qu'il y a une transformation qui se fait par une machine de tout ce qui est mode de scrutin, par la machine de la coalition gouvernementale, de la coalition de la majorité et la coalition de l'opposition. Et bien sûr, il suit tout ça de près, il comprend très bien ce qui se passe. Et bien sûr, il a toujours, encore une fois, la voix pour s'exprimer et pour dire ce qu'il a. Donc, il n'y a pas sur la région de Fès. Alors justement, sur la région de Fès, j'ai une question. Ouais. Un tweet avec une question très claire qui vous concerne tous les deux, bien sûr, hein, Istiqlal et PJD. Comment si Azami se positionne par rapport au changement de cap de Si Chabat? N'oubliez pas que vous avez bénéficié de votre sanction à Fès. Non, comment je me positionne? Ma position, elle est simple.
les citoyens et les citoyennes de Fès ont voté pour le PJD au Conseil. Donc ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est d'être à leur service. C'est très important. Ils l'ont fait de manière claire, de manière responsable et citoyenne, et je serai à leur service. C'est ça l'essentiel pour moi. Vous voulez commenter? Moi, je peux juste retenir que les élections ont été transparentes au niveau des urnes, mais avant d'arriver aux urnes, il y a eu des anomalies très graves qu'on doit absolument citer. Par exemple, il y a eu des milliers de citoyens à Fès qui n'ont pas pu voter alors qu'ils étaient inscrits sur liste électorale. Et ça, c'est la responsabilité du gouvernement. Il faut dire que les serveurs ils étaient en panne. Il y avait un guichet pour pouvoir savoir dans quel bureau on pouvait voter. Et donc le citoyen arrivait, on lui disait écoutez, on ne vous trouve pas, vous êtes inscrit nulle part. Tout simplement parce qu'il y a une incompétence au niveau du ministère de l'Intérieur. De toute façon, on attend les résultats de la commission de surveillance des élections pour ce genre de choses. D'ailleurs, c'est juste pour relativiser. Et donc, tous ces milliers de citoyens, que ce soit dans la ville de Fès ou à travers le Maroc, on parle de centaines de milliers de gens. Donc, quelque part, ça fausse le résultat. Et ça, c'est tout simplement pour un simple problème de logistique et d'informatique. Donc, je ne remets pas en cause la compétence humaine du ministère de l'Intérieur ou du chef du gouvernement ou même du PJD de manière générale. Vraiment, ça c'est un problème de logistique, un problème de serveur qu'il faut absolument revoir. C'est la première fois aujourd'hui que les citoyens ne votent plus avec une carte d'électeur, mais uniquement avec sa carte d'identité. Mais il ne sait pas où il doit aller, dans quel bureau il doit voter. Et donc ça, je crois que les citoyens ils nous prennent à témoin. Il y a eu des dizaines et des dizaines de milliers de cas à travers tout le royaume. Donc bon, est-ce que ces élections étaient très transparentes? Oui. Mais est-ce qu'elles étaient justes et équitables? Moi, je ne peux pas. En tout cas, moi, personnellement, je ne peux pas l'accepter. Alors, à ce propos, justement, je l'ai interpellé Si Ben Saïd, vous êtes du PAM, vous avez interpellé la ACA, la Haute Autorité de Communication Audiovisuelle, par rapport aux propos que Si Balafrage avait tenus sur ce plateau même, pour demander un droit de réponse. Bon, y avait-il besoin de demander à la ACA? Vous pouvez venir là. Non, mais c'est vrai que c'est important, ça a été fait. Donc, et justement, puisqu'on est en train de parler des irrégularités et qui seront de toute façon, qui feront l'objet d'un rapport, mais vous vouliez avoir un droit de réponse, vous, en tant que PAM? Oui, parce que l'idée de passer par la ACA est tout simplement un premier message qu'on voulait faire passer aux citoyens et citoyennes que nous respectons les institutions que nous avons, premièrement. Deuxièmement, M. Balafrage a tenu des propos mensongers, ici, dans votre studio, parce que M. Balafrage s'est présenté à Rabat, à l'arrondissement Hayriat Agdal, l'arrondissement dans lequel je me suis présenté. Et il a accusé le PAM d'avoir acheté ou fait travailler je ne sais quoi des enfants de 10 ans. D'accord. D'abord, je renie ces propos. Et comme je l'ai dit, on a fait un communiqué de presse qui était très clair. Nous demandons à M. Balafrage de ramener ses preuves et d'aller à la justice. Et devant vous, si jamais la justice lui donne raison, je démissionne de mon poste au sein du conseil de la ville. Voilà, parce que c'est des propos mensongers, c'est des bénévoles, des très jeunes personnes qui ont travaillé avec nous, qui avaient la vingtaine, entre la vingtaine et la trentaine, qui ont travaillé, qui ont fait une campagne, mais à 100% propre. Et je me porte garant de tous les bénévoles, de tous les sympathisants du PAM qui ont fait campagne avec nous à Hayriat Agdal. Pour qu'on soit bien clair, à Hayriat Agdal. Et encore une fois, puisque ce monsieur a apparemment des preuves, qu'on aille à la justice. Si la justice tranche en sa faveur, je démissionne du conseil de la ville. Suite à ça, j'aimerais vous poser une question toute globale. On a parlé du scrutin tout à l'heure. Est-ce que le mode de scrutin, vous l'avez dit plusieurs fois, et ça a été dit plusieurs fois sur ce plateau, est-ce qu'il faut revoir le mode de scrutin? Et ça, ce sont des questions aussi qui nous sont posées. Je résume beaucoup de questions qui sont posées par rapport à ça. Est-ce que le mode de scrutin doit être modifié? Et si oui, dans quel sens? Allez-y. Moi, je pense que je vais aller au-delà du mode de scrutin, si je peux me permettre. Et c'est très dur ce que je vais dire, mais il faut complètement revoir la Constitution. Il faut faire une révision de la Constitution. En tout cas, un article qui est essentiel pour l'avenir du pays, parce que la vision politique du PJD, et M. El Azami l'a redit sur le plateau tout à l'heure, elle est complètement différente de la vision démocratique de ce qui se fait dans le monde entier. M. Azami tout à l'heure, il a dit que le citoyen, il a donné une majorité à son parti, par exemple, sur Tétouan, et qu'il était tout à fait normal qu'il devait présider l'avenir de cette ville, ce qui est très grave et dangereux pour la démocratie, parce qu'il faut faire la différence entre une majorité relative et une majorité absolue. Ok, ils ont une majorité relative, c'est ce qui s'est passé pour la formation du gouvernement dernièrement. Malheureusement, la Constitution aujourd'hui, elle donne la priorité, enfin elle donne pas la priorité, elle oblige le chef de l'État à choisir le chef du gouvernement
du premier parti qui est arrivé aux élections. Et ça, c'est très grave, parce qu'on peut avoir 10% de l'électorat, c'est le cas du PJD, et 90% contre vous. Aujourd'hui, au Maroc, à cause ou grâce à la vision politique du PJD, c'est eux qui vont toujours présider ce pays, parce que s'il suffit d'avoir 10 ou 12% et que tous les autres partis ont 9 ou 9,5 et qui se coalisent contre lui, ils seront toujours, ils ont toujours la primature. Et c'est ce qui se passe dans les villes. Quand vous voyez leur vision, ils vous disent où nous avons eu la confiance du citoyen, nous avons eu 20 ou 25%. Alors nous devons obligé de présider. vous couper parce qu'on va aller vers la pause. Grave. Alors avant la pause, je pose juste une question. Je vous lis un tweet qui illustre bien le niveau de lisibilité que peuvent avoir certains téléspectateurs. Donc, si ces élections avaient été des législatives, M. Bakoli deviendrait chef du gouvernement des alliances étranges. Je vous ferai réagir par rapport à ça juste après la pause. De retour sur le plateau de 60 minutes pour comprendre. Je rappelle que nous sommes en direct. Continuez à nous envoyer vos tweets et vos réactions sur la page Facebook de Médien TV. J'en ai lu un juste avant la pause. Je voulais vous faire réagir dessus parce que c'est vrai que c'était intéressant. Donc, si ces élections-là avaient été des législatives, M. Bakoli deviendrait chef du gouvernement des alliances étranges. Qu'est-ce que vous pouvez, quel niveau d'analyse vous pouvez donner à ça? Moi, je voudrais revenir sur une question très importante, ce qui a été soulevé tout à l'heure. D'abord, le PJD n'a pas de leçon à recevoir de quiconque par rapport au choix démocratique. Je vais répondre, non, parce que ce qui a été dit, c'est un peu, j'allais dire, du non-respect par rapport à un parti national. Lorsqu'on dit que les choix démocratiques, la vision démocratique, etc. Le choix, vous avez dit le choix démocratique. Vous revenez toujours vers vos mots. Vous niez toujours ce que vous avez dit. Pas du tout. C'est pas normal. Vous avez dit le choix démocratique. Et donc maintenant, c'est le choix politique. On a parlé de la vision. C'est la deuxième fois que vous On a parlé de vision. Restez par rapport à ce que vous avez dit. Donc, le parti politique, le PJD, le choix démocratique, c'est un choix du Maroc, du Royaume du Maroc. Et le PJD, c'est un parti national qui respecte les fondements du royaume, les principes démocratiques du royaume. Donc il n'a pas de leçon à recevoir sur cette question-là et n'essayons pas de changer. Maintenant, ce que j'ai compris, c'est qu'il faut changer la constitution et le mode de scrutin chaque fois que nous avons un parti qui peut gagner ces élections. Parce que je viens de comprendre, les citoyens aussi, que parce que le PJD, c'est un parti qui a donné ses preuves et que le citoyen a confiance dans ce parti-là, il faut changer la Constitution, il faut changer le mode de scrutin. C'est très grave. La Constitution, c'est un acte noble et qui prend la coopération, qui prend le partage de pouvoir, qui prend la mobilisation pour faire évoluer ce pays-là. Maintenant, si on se dit que le PJD a gagné les élections, il faut changer la Constitution, moi, je ne comprends pas. Pas du tout, c'est pas du tout ce que j'ai dit, je suis désolé. Allez-y, répondez. Ensuite, on aura un autre sujet. Heureusement que c'était du direct, les millions de citoyens nous voient. Non, j'ai jamais dit ça. Moi, ce que j'ai dit, c'est qu'il faut faire la différence entre une majorité relative et une majorité absolue. C'est ce que j'ai dit. Il est hors de question, ça existe nulle part dans le monde entier, où un parti qui a une majorité relative, c'est-à-dire 20 ou 15%, on lui donne l'obligation, et pas la priorité, à gérer tout un pays ou même une ville. C'est pas démocratique du tout. Et donc, remettre en question un article qui est antidémocratique, même s'il fait partie de la Constitution, justement, ça fait partie de la démocratie. Sauf si on n'est pas dans un État démocratique, alors qu'il nous le dit. C'est un article de la Constitution qui est antidémocratique. Oui, et cette déclaration, je voudrais bien la comprendre. Je l'assume. Ça, c'est le premier niveau. Deuxième niveau, dans tout le monde, et je vous mets au défi, dans le monde entier, ça n'existe pas. Je vous mets au défi de me donner un exemple dans le monde démocratique où le parti qui arrive en tête, c'est pas lui qui forme le. C'est parce que je vous mets au défi. Écoutez, j'accepte votre défi. Vous confondez la majorité relative et la majorité absolue. Dans le monde entier, dans tous les pays démocratiques, on donne priorité au parti qui arrive en tête pour former son gouvernement. S'il n'arrive pas à former son gouvernement, on donne la chance au deuxième parti. Et ainsi de suite. Il revient aux élections parce qu'il respecte. Alors écoutez, il respecte le premier rang, il respecte. Devant les citoyens, devant les Marocains, j'accepte votre défi. Mon seul défi aujourd'hui, c'est de travailler pour les citoyens. De vous donner un pays dans le monde entier qui fait ça. On en prend acte. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder un petit sujet concernant les communales et on reviendra juste après. C'est un sujet de Ilyes El Reni. À tout de suite. Le 4 septembre dernier,
La chance a été donnée aux électeurs d'exprimer leurs préférences, mais le jeu des alliances en a décidé autrement. Abstention, volte-face et même menaces de recours, comme ce fut le cas dans la région de Souss-Massa, ont sérieusement pimenté ces élections. Mais le décalage entre la victoire politique du PJD au niveau des urnes et la présidence des régions ne risque-t-il pas d'altérer la volonté des électeurs à participer aux élections? L'analyse de la composition du Conseil des régions, entre le nombre de sièges alloués à l'opposition et ceux de la coalition gouvernementale, montre que les résultats étaient à peu près conformes aux prévisions. La victoire du PAM au niveau des régions est pourtant à nuancer, au regard du résultat des communales. Les mairies des principales villes du royaume, dont Casablanca, Marrakech, Tanger ou encore Fès, sont désormais aux mains du PJD. Les résultats d'autres villes, comme celles de Kenitra, Rabat, où le PJD a obtenu la majorité absolue, devraient confirmer la mainmise du parti de la lampe sur les plus grandes agglomérations du royaume. Comment éviter les règlements de compte entre présidents et maires de ville? S'il vous plaît. Bien, le débat continue même pendant les reportages. Hein, non mais bon, c'est très bien. Mais en tout cas, non mais faites-en profiter les téléspectateurs, c'est bien parce que beaucoup de choses ont été dites pendant le reportage. Je vous inquiétez pas, je vais pas les relater, ça reste entre vous, mais en tout cas vous pouvez les faire devant les gens. Mais on le fait de manière responsable, donc il peut être partagé avec les téléspectateurs sans aucun problème. Alors, on va revenir sur le fonctionnement. C'est vrai que maintenant, avec les oppositions qu'on va avoir au niveau des conseils régionaux, est-ce que les présidents vont avoir les coups des franges pour pouvoir gouverner tranquillement? J'espère. Les prérogatives du Conseil régional, il a des prérogatives spécifiques. Le Conseil régional a un travail à faire au niveau de la région, au niveau de toute une région par exemple. Les prérogatives de la ville ne peuvent pas aller à l'encontre des prérogatives du Conseil régional. C'est totalement différent. D'ailleurs, ça a déjà fonctionné de la même manière. Pas avec la même force, parce qu'aujourd'hui la nouvelle Constitution donne plus de pouvoir aux villes et aux régions, mais je ne pense pas que... Parce que finalement, l'intérêt de tout cela, les élections régionales et communales, c'est la gestion du quotidien, c'est la propreté de la ville, c'est les lumières, il n'y a pas un combat idéologique là-dedans. C'est pas comme une coalition gouvernementale où là on peut se poser la question... Est-ce qu'on peut l'assurer, ça? Que le niveau idéologique ne passe pas du niveau de la région il y a de la bonne foi, à la commune. Il y a de l'amour pour la ville et dans le quartier. Moi, sincèrement, quand il y a de l'amour pour le quartier et l'amour pour la ville, je n'ai pas de problème à m'allier avec quelqu'un qui a cette même bonne foi et ce même amour pour le quartier et la ville. C'est ce qui importe. Parce que je sois du PAM, du PJD, de l'Istiklal ou autre, quand je vais dans mon quartier, j'ai envie de voir un quartier propre. J'ai envie de voir de la lumière, parce que la lumière apporte la sécurité aux citoyens et aux citoyennes. J'ai envie de voir des routes où il n'y a pas de trous dans le chaussée. Donc tout ça, c'est tout simplement de la bonne foi et de la bonne volonté. Et ça dépasse les clivages idéologiques et politiques. Vous êtes tous d'accord là-dessus? Non, dans le même ordre d'idée, d'abord il y a un principe constitutionnel, je crois que c'est l'article 135 de la Constitution qui le dit, que les collectivités territoriales, il n'y a aucune tutelle d'une collectivité sur une autre. Aucune tutelle. C'est-à-dire, ce sont des personnes morales à part entière, et donc il n'y a pas de tutelle. Il y a de la coopération, c'est très important. Il faut que dans notre pays, nous faisons et nous donnons droit de cité à ce principe-là, le principe de la coopération. La coopération et la solidarité, c'est encore une fois des principes constitutionnels par rapport aux collectivités territoriales. Donc, les compétences sont claires, les ressources financières sont claires, et chaque président, demain, on ne peut pas dire c'est un président de région qui a échoué, et il a échoué de par ses propres forces, pour parler comme ça. Parce qu'il a les compétences nécessaires, il a les ressources financières nécessaires. C'est pas parce que la ville qui est dans sa région n'est pas de la même couleur politique, et inversement. Chaque président doit assumer sa responsabilité. Encore une fois, ces élections, c'est le citoyen qui a décidé, et chaque président et chaque conseil doit assumer ses responsabilités. Il a les prérogatives les plus larges. Ce sont des prérogatives, encore une fois, de proximité du citoyen, du service de proximité du citoyen, et il a les ressources financières en conséquence. Donc, le défi aujourd'hui, c'est de traduire, de jouer le catalyseur pour traduire ses compétences, ses ressources financières larges au service du citoyen et bien sûr au service de la nation. Parce que la région aujourd'hui, c'est un grand pôle de développement économique et social. Aujourd'hui, avec le fonds... Mais le levier avec la commune, hein, parce qu'on va bien voir qu'au niveau de la commune, bon, le PJD va être extrêmement présent. Comment la cohabitation justement entre le niveau régional et le niveau communal, est-ce qu'on risque d'avoir des frottements? Est-ce qu'on risque d'avoir des blocages?
Le discours que vous tenez, il est très... il est iréniste, iréniste, non pas héréniste, iréniste. Ils n'ont pas les mêmes prérogatives. Je veux dire, la région, elle a des prérogatives propres, et puis elle a des prérogatives partagées avec le gouvernement, et puis partagées avec des intercommunales et des interrégionales. Je crois que le rôle principal d'une région, au préalable, c'est d'essayer de réduire les disparités entre les citoyens, entre les villes et les campagnes, entre les urbains et les ruraux. Comment faire en sorte de réduire ces disparités? Bien entendu, après, à travers un programme qui va être mis en place dans chaque région. C'est ça l'objectif, en tout cas, de celui qui a été élu à la présidence de la région, quelle qu'elle soit sa couleur politique. Je crois qu'in fine, une fois qu'on est président de région, on est président de tous les citoyens. Parce que quelque part, qui a voté pour vous? Est-ce que vous pouvez le savoir? Vous ne pouvez pas le savoir, donc tout le monde a voté, et vous ne savez pas pour qui a voté pour qui, donc vous êtes là au service du citoyen, même s'il y a une commune qui est gérée par le PJD et une région qui est gérée par le PAM ou par le pays, in fine, c'est l'intérêt du citoyen qui va être mis en considération, et chacun a des prérogatives propres. Les prérogatives communales ne sont pas les prérogatives de la région. Par contre, moi j'ai une autre question, c'est quid des cumuls des mandats? Voilà. Parce que nous, on en a parlé au Parlement. Poser la question, mais allez-y à ma place. On en a discuté au Parlement. Il y a eu une proposition faite par l'opposition. Et sincèrement, hein, je sais que Monsieur le ministre est là et qu'il est maire. Alors, mais ce n'est pas président de région. On rappelle juste aux gens qui nous regardent. Président de région, ministre. C'est non, possible. pas possible. Nous, on avait demandé. Mairie et ministre, ça c'est une question que j'allais vous poser. C'est possible. En tant qu'opposition, que la même chose soit respectée au niveau de la présidence d'une commune ou d'une mairie. Enfin, du moins les grandes villes. On ne peut pas gérer le Grand Casablanca et être ministre. Casablanca, la ville, c'est immense. C'est un budget énorme. Vous voyez, c'est quoi Casablanca? On ne peut pas gérer Rabat et être ministre. On peut pas. Pour que mon argument ne soit pas, je ne parle pas principalement du ministre, hein, ni de face. Je poserai la question à Monsieur le ministre. De manière générale, si on l'a accepté pour la présidence de la région, pourquoi on ne l'accepte pas pour la mairie? Ou du moins pour les grandes villes? Voilà, c'est pas possible. Un ministre doit s'occuper de son ministère 24 heures sur 24. Parce que c'est aussi une gestion de la vie des citoyens et des citoyennes. Le maire, c'est la même chose. Quand il y a un problème de lumière, quand il y a un problème de propreté quelque part, etc., quand il y a une grève des éboueurs, c'est le ministre, c'est le maire qui est interpellé. Il ne peut pas être ici et là à la fois. Vous comprenez, c'est juste une question de... Alors, si les amis, je pense que la question vous concerne aussi. J'allais vous la poser directement parce qu'il y a des gens qui l'ont posée aussi sur les réseaux sociaux. Vous êtes ministre délégué en charge du budget et maire de Fès désormais. Comment vous allez faire? Vous avez le don d'ubiquité. Comment ça va fonctionner? Il ne s'agit d'aucun don. Le seul don, c'est encore une fois, de mobiliser toutes les ressources et les potentialités dont jouit, encore une fois, il s'agit d'une équipe. Maintenant, par rapport à cette question, pour être clair, moi Vous allez rester ministre? Je vais rester ministre, Inch'Allah, parce que je respecte le droit à la lettre. Il y a des principes d'incompatibilité qui ont été édités par le législateur. Je les respecte. Maintenant, par rapport à cette question de gestion, c'est ma responsabilité. À moi de le faire, de manière à être, encore une fois, d'assumer mes responsabilités de manière pleine et entière. Mais concrètement, comment ça va se passer? Vous voulez rentrer dans le détail? Comment je vais faire très rapidement, si vous pouvez nous dire. Non, mais ça nous intéresse. Je ne crois pas que les citoyens, ça les intéresse. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, qu'il y ait un droit et que je serai, dans le cadre de la reddition des comptes, je serai face aux citoyens pour qu'ils me disent est-ce que j'étais à leur service, est-ce que j'ai été à la hauteur des engagements, à la hauteur de leurs attentes. Et donc, sur cette question-là, je n'ai de compte à rendre à personne, si ce n'est aux citoyennes et aux citoyens. Maintenant, je crois qu'on est, par rapport au-delà de ce que nous avons eu comme discussion sur les aspects politiques, sur le jeu des coalitions, sur ce qui a gagné, celui qui a gagné, celui qui a perdu, on est rentré dans le vif du sujet tout à l'heure lorsqu'on a commencé à parler des compétences et des prérogatives des régions et des communes. Et c'est, je crois, ce qui intéresse le citoyen. Parce que cette crédibilité de l'action politique, de l'acteur politique, elle est très importante par rapport, bien sûr, aux résultats. Et je crois que le citoyen sera là, et il est toujours là, pour sauvegarder ces résultats, pour contrôler. Et c'est là l'élément central de cette question, de ce qui s'est passé dernièrement. Et deuxième niveau, maintenant, nous devons tous et toutes être à la hauteur de ces responsabilités-là, parce que, encore une fois, nous avons maintenant une architecture institutionnelle formidable
qui est au service du citoyen, au service du développement économique et social. La répartition des compétences entre l'État central, entre la région, la province ou la préfecture et les communes et les ressources financières sont très importantes. Et je demande aux citoyens et je les exhorte d'aller lire les lois organiques sur les régions, sur les communes, parce qu'il faut suivre les élus qu'ils ont choisis, il faut les suivre sur ces compétences-là. Bon, il y a beaucoup de pédagogie à faire. Bon, en tout cas, on ne connaîtra pas votre emploi du temps. On connaîtra pas votre emploi du temps. Moi, j'aurais bien voulu savoir l'emploi du temps d'un ministre. J'aurais voulu savoir. Dites-moi. Vous voulez réagir par rapport à ça, par rapport à ce qui a été dit, ou je vous pose une question par rapport aux femmes, parce qu'il y en a beaucoup. Allez-y. Hein, on aborde la question des femmes parce qu'il y en a beaucoup. Hein. Vous voulez réagir à Siazami? Non, allez-y. Bon, alors, des tweets, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. À tous ces messieurs, pourquoi aucune femme en tête pour la présidence des régions et des villes? Allez, vous avez 3 heures. 3 heures. Dissertation écrite. Je prendrai les copies à la fin. Oui, c'est une... Moi, je pense que les partis politiques, nous tous, nous avons une responsabilité par rapport à ça et nous avons échoué. Aujourd'hui dans cette... Pourtant, tout avait été mis en place au niveau du scrutin. Il y a un respect, par la loi, par la force de la loi, de la présence de la femme au niveau du conseil régional, parce qu'on parle de la région aujourd'hui, et aussi dans les communes via la liste additionnelle. Mais malheureusement, aujourd'hui, les partis politiques n'ont pas pris leurs responsabilités. Et c'est des choses qu'on devrait... C'est un travail à faire en interne, je pense, chacun dans son parti, pour que la prochaine fois, pour ne plus faire cette erreur. Parce que en tant que nouvelle génération de politiques, en tant que nouvelle génération de citoyens, aujourd'hui, ce n'est pas normal que de ne pas voir des femmes à la tête des régions, comme nous voyons. Je vois aussi au niveau des communes, je vois la liste, pour l'instant, avec les noms que j'ai, je ne vois que des noms d'hommes. Hein. Oui, hein, nous avions... C'est pas que seulement dans les régionales. Moi, je pense que la femme, à travers tous les pays démocratiques, pour revenir, ils ont toujours un souci avec l'homme. Et donc, c'est pour ça qu'on instaure des quotas, pour essayer de les favoriser, pour essayer de les impliquer, les intégrer dans le jeu politique. Donc, ça s'appelle l'inclusion politique. Donc, je crois que c'est important, mais il faut aussi être fier de ce qui est accompli à travers le royaume. Il y a quand même une avancée considérable, et ça c'est grâce à tous les partis, que ce soit le PJD ou Hibs Istiqlal ou même le PAM dernièrement. Donc je crois qu'on est tous à l'initiative du fait qu'aujourd'hui il y a un tiers quand même de nos élus qui est issu des femmes. Donc je crois que ça c'est une avancée considérable. Alors maintenant, président de région dans les bureaux de région, je crois qu'il faut évoluer. En tout cas pour ce qui concerne la région Tanger Tétouan Al Hoceima, on a réussi à obtenir presque 50% du bureau qui est féminin, et c'était une demande qui était faite par les partis qui étaient présents. On a demandé, on a insisté à ce que les femmes qui soient dans le bureau soient, enfin que les membres du bureau soient des femmes. Donc voilà. Sur cette question rapidement. D'abord, on a toujours tendance à oublier de parler des acquis pour se satisfaire. Et je remercie parce qu'on a fait une avancée remarquable. On est passé d'un taux de 12% à plus de 27%. Et dans les bureaux, c'est la nouveauté. Dans les bureaux, je crois, on est passé des taux très bas, voire proche de inexistants. On est passé à une présence d'un tiers au minimum. Donc c'est une avancée. Et d'ailleurs, cette avancée-là va avoir des influences positives sur l'avenir. Bien sûr, aujourd'hui, on ne parle pas d'un management au top pour la femme au niveau des régions et des communes, mais la prochaine fois, du moment qu'ils sont, bien sûr, avec cette proportion-là, et présents dans les bureaux, ça va être. Bien sûr, il faudrait expliquer qu'il y a des éléments objectifs à ça. C'est tout à fait normal. Lesquels il y a toujours eu un retard au niveau de la société par rapport à cette question, qui s'est traduit au niveau des partis, c'est tout à fait normal. Allez-y, au sein des partis, les partis trouvent des difficultés pour donner des responsabilités à des femmes. Parce que la société a été comme ça. Mais les choses évoluent, c'est ça l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'on est dans le bon sens. Dans le bon sens, c'est que les choses évoluent et la femme a une valeur ajoutée sûre et certaine par rapport à la gestion de l'action publique. Vous avez eu du mal à attirer des femmes et mettre des femmes dans vos listes? Est-ce que c'était de la discrimination positive ou c'était... En tant que parti qui prend en considération la question de la femme, où nous avons une représentation de 50% au niveau du bureau politique,
au niveau du Conseil national, etc. Moi, je pense que c'était une erreur qui a été faite de notre part de ne pas présenter une femme à la tête d'une des régions que nous avons gagnées. Moi, je l'assume parfaitement. On en discutera au niveau du Conseil national. Ça aurait été une grande avancée d'avoir une femme. Ça aurait été une grande avancée. Comme nous l'avions réussi à le faire en 2009 avec Fatem Zala, qui avait gagné la ville de Marrakech. Bon, cette fois-ci, elle n'est pas arrivée première, donc elle n'a pas pu se présenter. Mais franchement, sincèrement, oui, on en assume la responsabilité en tant que parti, du moins au niveau de ces 5 régions-là. Et je pense que c'est une chose à corriger à l'intérieur de nos partis pour que la prochaine fois, il faut, quand un parti décide, vise, par exemple, quand on a la possibilité d'avoir 3 ou 4 régions, en moins en avoir une présidée par une femme. Et croyez-moi, ce n'est pas les compétences qui manquent. Croyez-moi. Alors, nous sommes à 1 an des législatives. Vous savez que j'allais vous poser cette question quand même. C'est la question que j'ai posée à tous les acteurs politiques qui sont venus aujourd'hui. Bon, c'était des prospectives il y a la semaine dernière. Aujourd'hui, on a les résultats. Quel impact ça va avoir sur les prochaines élections législatives? Alors, donne la partie. Stirlel. Je pense qu'il y a encore une année devant nous. Et donc, tout dépendra, bien entendu, du travail qui va être effectué par les présidents de région, par les présidents de communes, par les partis politiques. Je crois qu'en une année, il peut y avoir beaucoup de surprises. Moi, je crois qu'on ne doit pas aujourd'hui s'avouer vaincu, quel qu'elle soit le parti. Il faut encore travailler au jour le jour pour convaincre le citoyen de chaque programme. Bon, c'est vrai qu'il y a des tendances qui sont là. On peut, à travers les résultats, dire qu'il y a 3 grands partis à travers le Maroc. Il y a le PAM en premier, puis Hifz Istiqlal, et puis le PJD. Donc tout dépend comment on prend les chiffres. Aujourd'hui, tout dépend comment on prend les chiffres. Et c'est pas fini, dans le nord parce ou dans le désordre. on attend encore les résultats définitifs pour savoir qui est le premier parti qui préside le maximum de communes, ou qui est le premier parti qui rentre dans le maximum de majorité de communes. Donc tout ça va définir, bien entendu, la tendance vers laquelle on va aller en 2016, je pense. Mais aujourd'hui, aucun parti peut dire « je suis le premier et je vais gagner 2016 », ou sinon... je pense qu'il s'avance. Je vous vois stoïque et acquiescé. Je vous vois sourire. 2016, nous avons des fondements au niveau de la Constitution. Le ghaib la ya'lamuhu illa Allah. 2016, c'est de l'avenir. Ça, c'est le premier niveau. Deuxième niveau, bien sûr, ce qui nous est demandé aujourd'hui. Bien sûr, on va en parler. Ça ne veut pas dire que je n'hypothèque pas la discussion. Je dis ça parce que c'est notre référentiel. Notre référentiel à nous tous Marocains. Deuxième niveau, c'est bien sûr, on part d'élections locales, régionales, pour parler des élections législatives. Ça, c'est le deuxième niveau. Bien sûr, ce que nous est demandé aujourd'hui, pour nous en tout cas, PJD et coalition gouvernementale, nous avons une année pour continuer le bon travail que nous avons fait pendant les 4 dernières années. Les réformes, les chantiers, continuer le travail. Et donc, puisque nous avons réussi à convaincre le citoyen par ce que nous avons fait, il faut continuer dans le même train. Donc, la même chose par rapport à la gestion de l'action locale. Il faut être au service du citoyen. Dernière chose, puisque vous nous avez demandé de parler des prévisions, aujourd'hui, le PJD arrive en tête avec plus d'1,6 million de voix, avec une avancée remarquable par rapport à 2009. Donc, il est fort probable, si, encore une fois, nous restons à l'écoute du citoyen, à la proximité du citoyen, nous faisons le travail comme il se doit, que le citoyen, encore une fois, c'est lui et lui seul qui fera le vote, mais nous sommes confiants dans l'avenir. Vous faites bien vos prévisions, donc, hein, quand même. Alors, moi, je pense qu'il y a plusieurs lectures à faire. La première lecture, c'est ce qu'a dit mon camarade ici, c'est bien évidemment le travail que vont faire nos élus au niveau de la commune, au niveau de la région. C'est représentatif, c'est le contact avec le citoyen direct, et c'est ce qui va définir le choix des citoyens en 2016. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, moi, je pense qu'il est important aujourd'hui de le dire. On ne peut plus supporter aujourd'hui, en tant que citoyen, en tant que nouvelle génération de politique aussi, d'avoir des débats, de voir un chef de gouvernement insulter l'autre. On doit dire stop. Stop à ça, parce que moi, sincèrement, c'est pas ce qui m'intéresse dans le travail gouvernemental. C'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'a apporté. Que ça soit bien ou mauvais. Quand c'est bien, il faut saluer. Quand c'est mauvais, il faut prévenir, parce que c'est le rôle de l'opposition. Mais qu'on vienne devant une population X ou Y et insulter X et Y, et le lendemain s'allier avec lui. Parce que je vous rappelle qu'il y a à peine 4 ans de cela, M. Mzouar
patron du RNI, était diabolisé par le chef de gouvernement. Et il n'a pas hésité à s'allier avec lui. Avec ce discours, moi, je n'insulte personne, je ne diabolise personne. Je dis qu'il faut qu'on travaille, qu'on juge la personne sur ce qu'elle est capable de faire au quotidien et au niveau gouvernemental. C'est ce qui intéresse les citoyens. Je salue votre jeunesse, moi, je n'ai pas de problème avec ça. Nouvelle manière de voir la politique, mais vous êtes en train de faire la même chose. Vous dites que le chef du gouvernement insulte. Oui. Le chef du gouvernement n'insulte personne. Il se défend. Lorsqu'il est insulté au sein même de la Chambre, au sein même d'une institution constitutionnelle, vous devez vous lever et dire non, là, je ne parle pas de vous. Je ne parle pas de vous. Vous devez vous lever en tant que représentant de la nation et dire stop. Oui, s'il y a une insulte. Lorsqu'il est insulté de manière de dire que le chef du gouvernement, il appartient à Daesh, Al-Mossad, Al-Nusra, il faut arrêter la séance. C'est vous en tant que parti de l'opposition. Je crois que il y a des insultes qui sont préférées contre le chef du gouvernement. Le chef du gouvernement. Je me disais bien que vous aviez été sage depuis tout à l'heure. Je me disais c'est pas possible. Moi, je prends juste note. Moi, je prends juste note. Et les citoyens prennent note avec moi que M. Azami, ici présent, a dit qu'il fait la même chose. Donc, il reconnaît tacitement que le chef du gouvernement insulte. Et je crois que c'est un peu dommage. Alors il a dit également qu'ils ont fait du bon travail. Alors si on respecte le citoyen et qu'on parle du bon travail au niveau du gouvernement, on va attendre quand même que le citoyen donne son avis en 2016 pour savoir s'ils ont fait du bon travail ou pas. Je crois qu'il ne faut pas les... On a du mal à ça commence. Il nous reste troisième point. Alors votre troisième point, après j'ai une question sur l'opposition parce que quand même c'est important. Je tenais juste à remercier les citoyens et citoyennes qui ont voté pour nous parce que le PAM a amélioré son score par rapport à 2009 et par rapport à 2011, ce qui bien évidemment, parce que vous avez parlé de quel est le score que vous allez faire en 2016, je pense que le PAM peut arriver premier en 2016 si nous continuons à travailler quotidiennement avec le citoyen et citoyenne et à ne pas tomber dans les provocations, les insultes des uns et des autres. Bon, donc vous êtes tous d'accord là-dessus. J'aimerais revenir sur l'opposition. Hein. On est d'accord qu'on n'est pas d'accord. On est d'accord qu'on n'est pas d'accord. Qu'il faut arrêter de s'insulter. On est bien d'accord. Il faut que tout un chacun se respecte. On est OK. Du côté de l'opposition, on l'a quand même vu se fissurer au cours de ces élections régionales. L'Istiqlal, qui a tourné le dos à l'USFP, ça va laisser des séquelles, tout ça? Ah, toujours, c'est toujours moi qui commence. Eh ben, écoutez, je parle de D'accord. Vous pouvez me dire où exactement? Parce que ça, c'est des phrases que vous avez lancées. Moi, je pense que la coalition a très bien fonctionné partout. Donc, je pense qu'il n'y a pas de souci de ce côté-là. Moi, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait des priorités. On a donné priorité aux partis de l'opposition. C'est ce qui a été fait. Et puis, il y a des considérations propres, locales, communal sur lequel, en tout cas, nous, Hizb Istiqlal, on a donné des prérogatives très larges à nos élus de pouvoir rentrer en coalition avec ceux et celles qui avaient les mêmes affinités locales, je dis bien, au niveau local. Au niveau régional, c'est totalement différent. Au niveau régional, nous avons respecté, à travers toutes les régions, la coalition sur lesquelles on était partis, c'est-à-dire le PAM, l'USFP et Ittihad Dostouri. Est-ce qu'il y avait eu une fissure et n'ont pas eu ces régions-là prises par l'opposition? L'opposition, pour vous, est toujours solide? De notre côté, le résultat. Je crois que s'il y a un problème, c'est de leur côté, c'est à eux de poser la question à leurs partis qui sont avec lesquels ils sont en affinité, c'est-à-dire au niveau du RNI, au niveau du MP. Ce n'est plus vous qui devez répondre, c'est l'opposition. Je crois. C'est vous qui avez des problèmes avec votre propre majorité. Je pense que les gens, le citoyen l'a vu. D'ailleurs, les questions des citoyens sont claires. Elles étaient très claires. Le problème n'est pas chez nous. Alors, j'ai une question très claire et qui vous concerne, si Azami, les citoyens de Fès, donc c'était un citoyen téléspectateur de Fès qui vous pose la question, les citoyens de Fès attendent beaucoup de votre part, chose exprimée en force lors du dernier scrutin. Pourriez-vous nous indiquer les projets phares, factuels, que vous comptez attaquer le plus tôt possible? Alors ça, bon, moi je vous ai posé la question tout à l'heure sur votre emploi du temps. Je ne vais pas vous demander votre programme en tant que maire détaillé, mais vous voyez, voilà, on revient encore une fois aux questions qui peuvent sembler terre à terre, mais qui sont tout à fait concrètes. C'est vrai, et d'ailleurs l'action locale c'est du concret. Ça me donne l'occasion d'ailleurs d'exprimer... Il vous reste vraiment une minute. Rapidement, de remercier les électeurs qui ont voté majoritairement et de manière confiante pour le parti à Fès. Bien sûr, ma priorité au niveau de la ville d'Ifès, c'est surtout deux axes principaux. Les services aux citoyens. Et les services aux citoyens, ils sont nombreux. Et c'est surtout s'intéresser aux quartiers les plus défavorisés.
il faudrait, et je veillerai à ce qu'il y ait un équilibre de répartition des services entre le centre et les quartiers les plus défavorisés. Ça, c'est le premier niveau. Deuxième niveau, c'est l'animation économique de la ville de Fès, parce que s'il n'y a pas d'animation économique, il n'y a pas d'emploi et il n'y a pas de sécurité. Donc l'animation économique, je veillerai et j'utiliserai toutes mes compétences, bien sûr en coopération, en concertation avec les acteurs de développement au niveau de la ville de Fès, tout bourg confondu, pour que nous veillerons à ce que la ville de Fès revienne à un niveau qui est très important au niveau de l'activité économique. La ville de Fès était la deuxième du royaume au niveau de l'activité économique. Elle a été doublée plusieurs fois. Pas une fois, il a été doublé plusieurs fois. Donc, faire en sorte que la ville de Fès reçoit également sa part en termes d'industrie, en termes de tourisme, en termes d'activité économique tout entière. Donc ça c'est le principal voilà. de mon action. Vous pourrez m'envoyer votre emploi du temps ou pas finalement? Pour le temps, non. Pour pouvoir exécuter. Bien, merci à vous. Je vous rappelle que nous étions en direct. Merci d'avoir participé à ce 60 minutes pour comprendre. Bonne soirée sur Média TV. Ne ratez pas la rediffusion. À demain.